chopé un méga coup de soleil en tournant le prochain Fossoyeur. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, on sera avec Mathieu de French Food Porn et Jimmy de Oku à Polymanga de Montreux très rapidement, très bientôt, où on va présenter notamment le prochain Fossoyeur en avant-première, avant qu'il soit sur l'internet mondial. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir passer nous voir, ça fera super plaisir. Et donc, quel était le sujet? Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Salut à tous au fait. C'est un film, je crois que j'aurais préféré qu'il m'énerve. J'aurais vraiment préféré qu'il m'énerve parce que j'aime avoir une réaction émotionnelle devant les œuvres, qu'elles soient positives ou négatives. Et ce qui est pire, c'est qu'une œuvre laisse plus ou moins indifférent. Et devant Ghost in the Shell, je me suis retrouvé en mode ouais, l'espèce de rendu qu'on sentait venir à 300 km à la ronde parce que c'est un pur produit, le pur symptôme en fait du système hollywoodien tel qu'il se développe depuis quelques années. Mais ça, je vais venir un petit peu après. Mais pour commencer, déjà, il faut bien dire ce qui est. Ce film est joli. De toute façon, en puisant dans l'univers visuel du premier Ghost in the Shell, mais aussi dans toutes les influences plus ou moins évidentes que ça suppose, depuis Blade Runner, Metal Hurlant, toute cette sphère-là, il aurait fallu vraiment le vouloir pour aboutir à un résultat qui soit visuellement pas intéressant. Donc c'est pas un résultat original à proprement parler, vu qu'on est vraiment habitué à ce genre d'architecture de ville futuriste à travers bien des œuvres. Mais au moins, il y a un travail vraiment de direction artistique qui est à saluer. Et surtout, Rupert Sanders, mine de rien, fait un vrai travail à la mise en scène. Il y a notamment tout un truc autour de la symétrie des plans, justement pour bien retranscrire toute la sensation robotique et lisse de cet univers par rapport à la thématique du film, tout simplement, jusqu'à créer parfois l'étouffement. Il y a aussi quelques petites idées sympas par-ci par-là, notamment certains plans aériens vraiment qui filment l'action avec un côté lancinant, comme si on filmait des fourmis au sol, qui donne ce côté un petit peu théâtre un peu futile de l'être humain, ou alors de l'être robotique, humain, on ne sait pas. D'autres idées, par exemple, comme cette manière à certains moments de vouloir échapper au côté un petit peu robotique du chant contre chant, par exemple quand deux personnages parlent. Je pense à la scène où le personnage de Scarlett Johansson va demander des comptes au personnage joué par Juliette Binoche. Et il y a cette manière un peu théâtrale de le filmer, très bien composée au niveau de l'image, avec ce décor qui est avec ses formes très rondes. La caméra bouge pas, elle montre juste la scène qui se déroule juste en plan séquence, où on les voit à une certaine distance s'expliquer. Et il y a cette manière qui tranche vraiment avec le tout venant, on va dire, du blockbuster. Comme pour retranscrire vraiment un côté plus vaporeux. Et on sent, avec ces choix-là, que Sanders a voulu vraiment rendre hommage, bien entendu, à ce qui était le matériau de base, qui était vraiment un film ultra lancinant. Sauf que ça s'arrête là, en fait, à un niveau assez superficiel. Il y a quelques temps, j'avais lu, je sais plus si c'était un article ou autre, qui faisait en tout cas la différence entre le beau et le joli, en disant que le beau contient une sorte de signification, un souffle, un sens, tandis que le joli a un côté beaucoup plus jetable. Par exemple, c'est le côté publicitaire, faire de la belle image pour de la belle image. Et c'est à peu près ce qu'est ce Ghost in the Shell par rapport au Ghost in the Shell original. Alors je suis pas du tout un fanboy du premier Ghost in the Shell. Il m'avait fait une grosse impression à l'époque, tout comme Akira m'avait fait une grosse impression, parce que c'est des œuvres ultra tranchées, vraiment, qui sont super importantes dans l'histoire du cinéma, et pas juste du cinéma d'animation. Mais je le déifie pas non plus, il a ses défauts, qui sont ceux qui sont. Mais on peut pas lui enlever que c'était un film d'auteur, qui soutenait une vision, qui soutenait une ambiance, qui soutenait vraiment un propos, qui avait pas peur vraiment de mettre le spectateur mal à l'aise. Parce que dans tout ce sujet du transhumanisme, il y a quelque chose qui est vraiment censé questionner nos repères, vraiment nous mettre dans des zones qui sont pas confortables. Et c'est là en fait qu'on arrive aux limites du système hollywoodien mainstream actuel, c'est qu'il n'est pas du tout adapté à ce genre de démarche, très loin de là. D'ailleurs au passage, je trouve assez ironique que ce film parle de transhumanisme et que ça soit lui-même un film transhumaniste dans sa démarche. Aujourd'hui, on est dans un cinéma où on ne sait plus quand s'arrête l'acteur et quand commence sa doublure numérique, quand s'arrête l'humain, quand commence la machine. Et ça donne un cinéma en fait qui est plus impressionnant que jamais, objectivement, parce qu'on peut à peu près tout représenter, vraiment il n'y a plus de limites. Mais qui est paradoxalement moins impressionnant pour beaucoup de gens, qui est plus blasant, parce que il n'y a plus d'enjeu par rapport à l'image, il n'y a plus d'enjeu de putain merde, comment ils ont fait ça? Et là, avec cette chute des barrières numériques, on arrive finalement à cette zone qui est entre deux, qui a ses qualités, mais qui a aussi pas mal de trucs qui, personnellement, me laissent vraiment sur la réserve, et qui perd un petit peu de ce qui était le cinéma plus humain. On
pourrait dire. Mais après, s'il y a une ironie, je pense, qui n'est pas du tout volontaire de la part du film. C'est pas des thématiques qui sont traitées en son sein de cette manière. Il n'y a pas une mise en abîme de notre rapport à l'image et au cinéma au sein du film. Et c'est encore une fois là qui vraiment trouve ses grosses limites. Comme dirait un personnage dans le film, à un moment il dit le réel, le virtuel, les rêves, les souvenirs, tout ça c'est la même chose, c'est du bruit. Et c'est une belle phrase. Mais ça résume aussi tout ce qui va pas dans le film. Effectivement, c'est du bruit, et comme il y a une volonté de rendre tout ça de plus en plus lissé, d'une certaine manière beaucoup plus accessible que n'était le Ghost in the Shell original, ben ça perd vraiment de sa complexité au passage, et ça donne un rendu qui finalement, à part les visuels iconiques de Ghost in the Shell, ne soutient plus du tout le même type de propos, ou en tout cas la profondeur de ce propos. C'est à vous que je m'adresse au fait. Rupert Sanders l'avait dit d'ailleurs dans une interview, il avait dit « On a voulu reprendre 3-4 scènes méga iconiques de l'original, et en fait tout le reste de l'architecture du film se construit autour de ça ». Et c'est un problème qu'on ne retrouve pas uniquement dans Ghost in the Shell, c'est qu'aujourd'hui, dans ce type de cinéma, il y a une culture de l'image iconique pour l'image iconique. Il y a une culture du badass pour le badass. En fait, défait de tout lien avec le reste. Il n'y a rien qui justifie vraiment. C'est un truc qui m'avait dérangé par exemple dans la bande-annonce du Godzilla, le dernier Godzilla, où il y avait cette scène incroyable dans la bande-annonce où il y avait tous les parachutistes qui descendaient, il y avait un souffle dans cette scène. Parce que comme c'était dans le cadre d'une bande-annonce, on pouvait remplir les vides et imaginer l'histoire qui était derrière, ce qui justifiait ce passage et tout ça. Tandis que dans le contexte du film, cette scène n'avait pas de tenant et aboutissant réel, elle n'avait pas une intensité, elle n'avait pas un propos, une raison spécifique d'être là, à part être jolie et développer un truc waouh. Et en fait, les scènes iconiques sont pas juste iconiques parce qu'elles ont de la gueule, elles sont iconiques parce qu'elles ont du sens. Et quand on prend juste le côté très visuel, superficiel de ces images iconiques, qu'on les transpose dans un autre cadre, mais sans les justifier par une histoire qui est profonde, qui a pris aux tripes et qui a justifié qu'on en vienne à ces séquences, comme la fameuse séquence d'introduction où elle chute le long du building pour faire une intervention en devenant invisible, l'autre scène où elle se bat dans l'eau, la scène du tank, et ainsi de suite. Toutes ces scènes, effectivement, sont des reconstitutions studieuses et bien faites. Il y a un côté bon élève de Rupert Sanders à ce niveau-là, mais elles sont plutôt gratuites. C'est compliqué de définir ce qui fait le souffle d'une œuvre. Justement, c'est un truc qui peut pas être quantifiable. C'est l'âme qu'un auteur va pouvoir insuffler dans son œuvre. Et c'est ce que beaucoup de gens ont repris, bien sûr, cette métaphore qui est très très facile par rapport à ce film. C'est un corps sans âme. C'est un shell qui n'a pas de ghost. C'est facile, mais c'est plutôt vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'il a que des défauts. Mais quand on reprend une œuvre qui n'avait pas de carcan évident, pas de côté trop identifié dans son déroulé, et qui n'avait pas peur justement de nous immerger dans un univers de manière très entêtante, comme dans un pur film noir, notamment grâce à la fameuse musique, le thème de Ghost in the Shell que là on retrouve dans le générique de fin. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas utilisé dans le film, parce que ça constituait vraiment, quitte à aller vraiment dans la révérence et dans l'hommage, dans le « Oh, je ne suis pas digne », ils auraient pu réutiliser cette musique qui faisait vraiment toute la sève de ce qui était Ghost in the Shell, quitte à reprendre tous les plans iconiques, autant aller jusqu'au bout. Mais là, on a une BO qui est pas dégueulasse, loin de là, qui est assez synthétique. D'ailleurs, il y a certains moments qui sont méga hommages. Je vais dire hommage pour pas dire plagiat, mais bon, je pense que c'est vraiment des hommages. Mais aujourd'hui, tout le monde dit hommage pour botter en touche. Mais qui, en tout cas, rappellent à fond le Vangelis de Blade Runner, mais vraiment à 200%. Je sais pas si t'as fait ça. Ouais. Mais voilà, c'est une bande originale synthétique qui est plus passe-partout et qui perd ce stoïcisme, ce rapport ce rapport mystique à l'œuvre qu'avait ces chants dans le premier. Peut-être tout simplement que la culture pop japonaise a toujours eu une plus grande facilité à incorporer toute la spiritualité de la culture japonaise en son sein. Donc il y a des choses qui nous paraissent pas évidentes, par exemple dans certains animés ou certains films japonais au sens large, mais qui sont beaucoup plus spontanément évidents pour quelqu'un qui a grandi dans la culture japonaise. Donc effectivement, il y a un enjeu un petit peu différent à ce niveau-là, mais en même temps, ça faisait le charme de l'original, parce qu'il y avait un côté très mystérieux qui pourrait paraître un petit peu hermétique si on n'avait pas fait la démarche d'entrer dans l'œuvre, mais qui créait vraiment cette sensation d'ailleurs, vraiment qu'on peut chercher dans un film, cette sensation de toucher un univers dans lequel on n'est jamais allé, ou en tout cas pas de cette manière. Là, avec le Ghost in the Shell de Sanders, on a ces questions qui sont à la base du transhumanisme, qui étaient aussi à la base de la précédente œuvre, mais qui sont plus jetées en fait comme des données de base qui vont donner lieu à quelques punchlines bien senties, mais qui après en fait vont tomber dans un scénario qui est ce dont je parlais en fait dans la chronique sur Frayeur. J'avais parlé en fait de Olivier Assayas, le cinéaste, qui parlait de scénario ouvert et de scénario fermé. Un scénario ouvert qui est un scénario en fait qui donne
la latitude au langage cinématographique de vraiment se déployer et pas juste d'illustrer ce qu'il y a dans les pages du scénario. Et à côté de ça, on a des scénarios fermés, cloisonnés, bien carrés, avec un sentiment de résolution qui va pas laisser vraiment de traces. Et avec Ghost in the Shell, on est dans un scénario qui est un scénario fermé. Alors que le Ghost in the Shell original, lui, avait un scénario complètement ouvert. On terminait le film vraiment avec une sensation de waouh, ça. Je sais pas quelle zone de ma psyché ça a touché, mais j'espère que c'était pas sale. Je vois pas l'utilité de ce nouveau Ghost in the Shell, à part, dans le meilleur des cas, peut-être donner envie à certains spectateurs qui n'auraient pas découvert autrement, de découvrir le Ghost in the Shell original, le deuxième ensuite, et tout ce qui tourne autour. Donc peut-être qu'il sera pas totalement inutile à ce niveau-là, mais en l'état, je trouve que c'est juste une jolie coquille vide. Merde, c'est un sujet quand même qui fout le vertige, quoi. C'est quoi un ghost? Il résume ça très rapidement, grosso modo, à l'âme, mais sans aller plus loin, quoi. Quelles sont les limites de ça? Est-ce que ça questionne nos carcans de spiritualité? Je sais pas, c'est quand même super intéressant, et il y a moyen de vraiment ressentir un vide existentiel. Alors, le film essaie quand même aussi de créer quelques décrochages un petit peu plus contemplatif et un petit peu plus d'immersion dans l'univers. Par exemple, la scène où Scarlett Johansson va trouver l'humaine pour lui enlever ces sortes de prothèses ou de trucs qu'elle a sur la tronche et ensuite toucher son visage, il y a un rapport à la perception. Elle dit « Qu'est-ce que tu ressens quand je fais ça ?» C'était pas une scène qui était absolument essentielle dans le film en termes de narration, mais qui est là pour développer en fait notre empathie pour le personnage de Johansson, développer notre manière de ressentir en fait tous ces enjeux du transhumanisme. Mais voilà, c'est juste une scène par-ci par-là. J'ai pas d'autres exemples dans le film qui me viennent en tête tout de suite, peut-être qu'il n'y en a pas vraiment d'autres, mais c'est trop isolé pour donner lieu à un véritable vertige ou un véritable décrochage. C'est comme si le film essayait, dans son contexte de production, où derrière il y a 1 milliard de marketeurs qui ont dit « oui, faites ci, faites ça », et sinon le film se fera pas. Et Rupert Sanders, de fait, a dû dire « ah ok », et c'est comme si avec ce genre de scène, il essayait un petit peu de pousser les murs et dire « regardez quand même, il y a un univers qui est là ». Parce qu'en fait, je doute pas une seule seconde que Rupert Sanders avait de mauvaises intentions en faisant le film. Je suis sûr, et je suis convaincu que c'est quelqu'un qui adore profondément l'œuvre d'origine. Et ça se sent. Et c'est pour ça que Ghost in the Shell, celui-là, c'est pas un film qui manque de cœur. Je pense vraiment que c'est un film qui a du cœur, mais c'est un film qui n'a pas d'âme. C'est la distinction que je fais. Il a beau être fait dans les meilleures intentions par son réalisateur, au bout d'un moment, par son contexte de production et les conditions dans lesquelles il a été fait, eh ben les dés étaient pipés dès le départ. Ça allait forcément donner ce rendu-là. Jimmy, pendant la scène où il y a l'humaine, était parti chercher une bouteille d'eau, et voilà, le seul décrochage du film, où c'est un petit peu immersif, ben tu l'as loupé. Je suis désolé. Après, j'ai pas noté méga d'incohérence. Il y avait la scène où il y a le mec qui tire à travers la vitre, et en fait, tu te demandes pourquoi il a pas tiré à travers la vitre tout de suite. Hey, mec, pourquoi t'as pas tiré à travers la vitre tout de suite? Bon, c'est pas méga gênant, j'ai pas vu d'énormes incohérences, mais après, j'ai un petit peu décroché à un certain moment de l'intrigue. À cause des putains de bouffeurs de popcorn qui mangent la bouche ouverte! Putain de merde! C'est pas possible, je vais faire un deuxième manuel de savoir-vivre. Le premier n'a servi à rien. Je vais pas revenir non plus sur la thématique du whitewashing, tout a été déjà dit là-dessus. Bien sûr, ça fait chier qu'ils aient fait ces choix de casting. Bien sûr, ils représentent une société cosmopolite dedans, avec les cautions japonaises dedans, Kitano qui est là. Mais ça n'empêche pas voilà, que les têtes d'affiche et les gens les plus entre guillemets importants dedans, c'est Johansson et compagnie. Donc il y a quand même symboliquement une certaine forme de... Mais d'ailleurs Kitano, seul à parler japonais. Donc on pourrait s'imaginer que s'il parle japonais et que les autres qui répondent en anglais et qui peuvent parfaitement communiquer, c'est grâce à un implant, transhumanisme, machin. Je pense qu'à la base c'est juste Kitano qui se sent pas en anglais ou qui dit non, je vais pas me faire chier. Ils ont fait oui, bon, il a un implant, hein, c'est plus facile. Je pense vraiment que c'est ça. Après, ça m'a pas dérangé outre mesure dans le film, mais c'est vrai que c'est tellement jeté comme ça que tiens, bon, ok, il parle japonais. Après, ça fait toujours plaisir de voir Kitano, bien sûr, mais ça fait chier vraiment que le film donne l'impression de l'avoir collé là, vraiment comme une caution, quoi. Donc voilà, j'ai plus l'impression d'avoir vu un joli produit marketing qu'autre chose. Et je pense sincèrement qu'on est en train d'arriver dans les dernières limites de la culture pop post-année 2000, en fait. Où au bout d'un moment, quand on est vraiment dans une culture ce que Rafik Djoumi a appelé la culture doudou, qui consiste à donner aux gens ce qu'ils connaissent déjà, mais des espèces de déclinaisons, de copies, de versions diluées de... Et au bout d'un moment, on produit plus des films dont on pourra faire des remakes à l'avenir. Et ça fait chier.
va falloir peut-être un jour revenir à ça, à moins d'arriver vraiment dans un système de dilution complète qui va plus donner qu'une sorte de flaque d'eau au final. J'en ai marre de voir des films de ce genre qui me laissent juste en mode « Ouais, ça se laisse regarder ». J'ai pas envie de voir des films qui se laissent regarder, j'ai envie de voir des films qui me font avoir des réactions, bordel. Là, bon, c'est une réaction en soi, mais j'aimerais bien avoir d'autres types de réactions plus liées à des intentions d'auteur. Peut-être on est utopiste et encore espérer des films faits par des auteurs dans ce contexte-là. Après, il y en a encore, les Nolan et compagnie. Mais voilà, Fast and Furious 8, bien entendu, bien entendu. Bref, il y a du cœur, mais le cœur, ça suffit pas pour un film comme Ghost in the Shell. Il aurait fallu une âme. Ouais. Bon, je vous dis à très bientôt. À Polymanga donc, peut-être, pour celles et ceux d'entre vous qui y seront. Et sinon, dans tous les cas, pour le prochain Fossoyeur, qui arrivera à la mi-avril. À très vite. Ciao.